Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Nicolas Poirier, directeur général d'Oz Immunotherapeutics. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors Nicolas, c'est un peu le festival pour Oz en ce moment. Newsflow récent très dense, très positif pour votre société et un titre qui a grimpé, excusez du peu, de plus de 80% en 6 mois. Alors on va passer les différents aspects justement de ce Newsflow. Il faut quand même revenir pour commencer sur ce partenariat avec AbbVie qui a été annoncé fin février avec un programme préclinique innovant, first in class, dans le traitement de l'inflammation chronique, qui s'appelle OOSE ou OS 230. On veut tout savoir, même si vous l'avez déjà expliqué un petit peu, qu'est-ce que ce deal il apporte à OS? De l'argent, de la crédibilité, des débouchés supplémentaires, tout ça en même temps? Ouais, c'est un peu tout ça effectivement. C'est un super partenariat déjà AbbVie. Donc nous, on est vraiment heureux d'avoir signé avec un des laboratoires top Des leaders mondiaux, hein. Ouais. C'est numéro 1 dans l'immunologie, je crois, dans les top 3, enfin les choses bougent tous les ans. Donc c'est vraiment un gros poids lourd de l'industrie pharmaceutique basé à Chicago. Donc pour nous, c'est une énorme reconnaissance de la qualité de la science, crédibilité de ce qu'on fait. Surtout qu'on était en train d'explorer depuis, je dirais, quelques années, un nouveau champ dans le domaine de l'inflammation. On est vraiment pionniers, alors parfois on utilise les mots un peu galvaudés, mais on est les seuls aujourd'hui ou les premiers à développer cette technologie d'anticorps monoclonaux pour activer des voies qui vont conduire à la résolution de l'inflammation. Donc aujourd'hui, on manage l'inflammation en essayant de la bloquer, anti-inflammatoire, anti-cytokine. Et il y a une dizaine d'années, les chercheurs ont découvert des voies où le corps active ces voies biologiques pour éteindre l'inflammation, éviter la fibrose. Et donc, on est les premiers à avoir fait des anticorps, identifier certains récepteurs. On peut stimuler ces voies-là. Et donc, il fallait aussi se conforter que la technologie était sur la bonne piste. Donc, on a développé une plateforme technologique, le KEMER23 OSE 230 qu'on licencie à vie. C'est le premier de cette plateforme. Donc, ça valide la techno, c'est hyper important. C'est un gros financement. 48 millions de dollars à la on va en reparler, parce que c'est pareil. Il va falloir qu'on fasse le point sur tous les financements. Et un peu plus de 700 millions de potentiel avec les milestones, plus les royalties. Et puis, derrière cette plateforme, ce qui a été très intéressant pour nous, c'est la capacité à la fois de valider l'essentiel premier asset, mais garder complètement les droits sur les prochains. D'accord. On a identifié plusieurs cibles. On travaille déjà, les équipes sont déjà au travail, en train de préparer le petit frère, la petite sœur, fort de la crédibilité maintenant qu'on vient d'obtenir avec AbbVie sur la première cible. Oui, c'est ça. Finalement, ce qui est important, c'est aussi finalement la validation de cette plateforme, quand je vous écoute, Nicolas. Exactement, il y a un potentiel derrière parce qu'on ouvre un nouveau champ. Alors, est-ce que ça marchera pas? C'est les études de phase 2, phase 3 qui nous le diront. Mais il y a un potentiel, il y a une quantité de cibles assez évidentes qu'on a identifiées, qu'on a brevetées, et donc avec chaque fois des spécificités, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes maladies, ce n'est pas exprimé de la même manière, ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes, mais c'est un nouveau champ biologique qui n'a pas été exploré aujourd'hui par l'industrie pharmaceutique, qu'on va explorer avec les meilleurs mondiaux, AbbVie dans ce domaine-là, et puis ça va nous permettre d'accélérer sur les prochains, pourquoi pas d'en garder certains, ou de retrouver des nouveaux partenaires, ou d'intéresser AbbVie s'ils veulent se créer un portefeuille un petit peu plus étoffé que ce premier projet. Bon voilà, encore, on sent que c'est très riche de potentiel tout ça. Nouveau partenaire, donc, avec AbbVie, plus proche de nous dans le temps, l'annonce d'un accord étendu avec cette fois-ci l'allemand Boehringer Ingelheim. Une extension que là aussi vous qualifiez de majeure. Pourquoi elle est majeure cette extension? Là aussi, qu'est-ce qu'elle va apporter à Oz? Elle est assez stratégique, c'est-à-dire que Boehringer, c'est un partenaire, donc c'est un des géants ou des poids lourds européens en Allemagne. C'est un partenariat qu'on a signé en 2018 dans le domaine de l'oncologie, sur le monde, cette fois-ci, des checkpoints, ces inhibiteurs de points de contrôle. Quand on le dit en français, voilà. Voilà, des cellules immunitaires, notamment innées, donc les macrophages principalement. Et donc ce partenariat, on avait licencié les droits sur une cible, un anticorps qui s'appelle le SIRP-alpha. Puis entre-temps, on a développé un deuxième anticorps avec eux en propriété, sur la même cible, avec des propriétés étendues. On peut cibler, sans rentrer dans la technique, mais 100% des malades, alors qu'avant on était plutôt sur 50% à cause d'un polymorphisme. Et puis là, avec les équipes de Boehringer, on ouvre un tout nouveau champ. C'est-à-dire qu'on sort, en plus de l'oncologie, on va dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Donc c'est un grand domaine thérapeutique où il y a des quantités de malades malheureusement très importantes, avec les mêmes anticorps. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Et donc avec Boehringer, on a rediscuté. Le même anticorps pour de nouvelles indications. Exactement. Complètement en dehors de l'oncologie, avec un potentiel énorme en termes de malades, avec en plus, comme j'expliquais, un produit qui cible 100% au lieu de 50% du marché. Donc c'est là où on a eu des discussions assez intéressantes avec ce partenaire pour dire ok, on renforce notre collaboration.
Par contre, à la fin, le marché est beaucoup plus important que ce qui était prévu initialement dans le contrat. Oui. Le nombre de malades est potentiellement beaucoup plus important. Et donc, on a monétisé une partie des royalties, ce qui nous permet d'avoir éventuellement un pourcentage un peu plus faible, mais en valeur absolue en volume plus important. D'accord. Et surtout d'avoir une rentrée d'argent non dilutive aujourd'hui. Donc c'est quasiment 39 millions d'euros qu'on a dans ce double accord, parce que ça c'est une première partie. D'accord. On étend l'accord actuel. Ouais. Et en parallèle, ils étaient intéressés sur des programmes de recherche qu'on menait dans le monde de l'oncologie, sur des bispécifiques autour de notre plateforme anti-PD1 cytokine. Et donc, on a cédé également des actifs ou des brevets qui étaient sur des programmes de recherche pour initier un nouveau programme de développement avec eux. Donc, c'est un double accord. Oui. On va avoir maintenant plus de 3 programmes en développement avec Boehringer. Bon ben voilà, l'intérêt des pharma pour OSE et ces différentes plateformes technologiques. On en oublierait presque Tedopi, qui a quand même les honneurs de la presse. Non, je vous rassure, les honneurs de la presse et de la télévision, c'était fin 2023. Peut-être l'occasion de faire le point sur le développement de votre candidat vaccin dans le cancer du poumon. Où est-ce qu'on est de la préparation de l'étude confirmatoire de phase 3 ? Il y a aussi le développement qui va de pair du test de diagnostic. Quand est-ce qu'on a des annonces sur le sujet aujourd'hui ? J'aurais bien aimé. Non, on a fait un webinaire vendredi avec. On a eu la grande conférence de l'oncologie, ce qu'on appelle l'ASCO à Chicago, donc l'oncologie clinique la semaine dernière. Et donc au retour de l'ASCO, on a organisé ce qu'on appelle un KOL event, où on a le professeur Stephen Liu à Washington et le professeur Benjamin Bess ici à Gustave Roussy, qui sont venus faire ce qu'on appelle le panorama, le therapeutic landscape, dans le cancer du poumon, puisqu'on développe aujourd'hui un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon, avec les tout dernières updates qui viennent de sortir là à l'ASCO. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a aucun produit qui a réussi à délivrer des résultats positifs en deuxième ligne. Première ligne, les patients reçoivent une combinaison de chimio-immunothérapie. Puis ensuite, derrière, c'est le désert, malheureusement. Là, on a pu montrer des résultats positifs qu'on a publiés l'année dernière, qui ont été très bien salués, dans une étude qu'on a interrompue à cause de la pandémie, infection virale pulmonaire avec des études en cancer du poumon. Le critère principal, c'était la survie, c'était impossible. Donc cette étude, elle est à la fois très intéressante parce qu'elle nous a donné des résultats positifs où aujourd'hui, personne n'a réussi à montrer ce type de résultats. Soit les anticorps conjugués dont on parle beaucoup, les inhibiteurs de tyrosine kinase. Il n'y a rien aujourd'hui qui a montré un effet sur la survie, contrairement à nos données. Mais néanmoins, pour enregistrer une étude interrompue, ça ne suffit pas. Et non. Il y a que l'agence européenne, américaine. Oui. Donc on a eu le feu vert en janvier de cette année de l'agence américaine pour démarrer le nouveau protocole, enfin la nouvelle étude confirmatoire d'enregistrement de notre vaccin dans le cancer du poumon en monothérapie. Avec un biomarqueur compagnon pour pouvoir sélectionner les malades qui sont biologiquement répondeurs sur un test très simple. Juste important ça aussi. Une prise de sang. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir accès à la tumeur, c'est juste une prise de sang. Et donc voilà, là c'est ce qu'on a annoncé vendredi. Les sites sont en train d'être activés aux États-Unis, on commence à screener les malades. Et donc on espère avoir incessamment sous peu le premier malade officiel, recruté, qui va nous permettre d'annoncer le vrai lancement officiel. Mais c'est déjà dans les tuyaux. Aux États-Unis et puis en parallèle en Europe, on est en discussion. Il y a un nouveau processus pour lancer ces études de manière uniformisée au niveau européen. Donc on est en plein dans ce nouveau processus, en train de répondre aux questions des agences, puis des comités d'éthique, ce qui nous permettra, on l'espère, sur la deuxième partie de l'année, d'accélérer et d'ouvrir tous ces pays européens pour recruter tous ces patients. Alors désolé parce que moi je vais peut-être aller plus vite que la musique, mais avec des résultats qu'on pourrait attendre quand en termes de calendrier indicatif. Le calendrier actuel prévisionnel, c'est une étude sur 3 ans. Il faut comprendre qu'il faut recruter un peu plus de 360 malades. Grosse étude, Donc c'est une grosse étude confirmatoire. Donc on anticipe 2 ans de recrutement. États-Unis, Europe. Donc c'est ça qui va être clé. Il faut vraiment démarrer sur les chapeaux de roue. C'est ce qui va donner le tempo. Puis ensuite, le critère principal, c'est la survie à 1 an. Donc une fois qu'on a fini de recruter le dernier malade, ça lance le timer pour la survie du dernier à 1 an. Donc on anticipe aujourd'hui une étude sur 3 ans, avec donc plutôt horizon 2027, des résultats d'analyse d'intérim finalité autour de 2026. Bon. Mais un très très fort soutien des KOL, ça je voulais aussi signaler, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est assez retranscrit dans ce webinaire de vendredi. Comme j'expliquais, il n'y a vraiment rien qui a montré un impact pour la survie, contrairement à cette technologie. Il y a aussi, je crois, on profite de post-pandémie, des grandes sociétés comme Moderna ou BioNTech qui ont shifté sur l'oncologie pour leur technologie de vaccination, qui ont montré cette technologie-là
pouvait apporter un bénéfice aux malades, par exemple dans le mélanome, au cancer du pancréas, éviter la rechute après la chirurgie. À un stade moins avancé, quoi, pour le coup. Sur des stades, alors voilà, sur des stades plus précoces de la maladie, sur une technologie de personnalisée, de vaccin personnalisé, donc c'est plus compliqué, il faut avoir la biopsie, il faut faire le vaccin à façon, ça prend du temps. C'est pour ça que le côté thérapeutique, là où on est chez des patients métastatiques en progression, c'est compliqué aujourd'hui pour ces vaccins personnalisés, parce que malheureusement les malades sont en progression, et donc il faut agir vite. Par contre, c'est très prometteur d'un point de vue prévention post-chirurgie. Donc, on a aujourd'hui 2 technologies de vaccination dites off-the-shelf, prêt à l'emploi ou personnalisées, qui sont dans 2 positionnements cliniques assez différents et qui sont tous les 2 en train de montrer petit à petit que c'est une nouvelle modalité thérapeutique qui apporte potentiellement un vrai bénéfice pour les malades. Oui, un vrai regain d'intérêt pour la vaccination contre le cancer. Voilà, un vrai espoir aussi pour les patients et c'est aussi le principal. Plus près de nous peut-être, le rendez-vous très attendu aussi pour OSE, on en parle quelquefois avec nos analyses sur le plateau du Journal des Biotech, c'est les résultats de phase 2 sur OSE 127 dans la rectocolite hémorragique. S'ils sont positifs, ce que je vous souhaite, quelle est la suite des événements? Alors, on attend les résultats, on a annoncé pour cet été, donc je sais pas encore. C'est imminent. C'est une question de quelques semaines maintenant. Vous savez, une fois que vous avez fini, il faut nettoyer les bases de données. Donc les équipes travaillent à fond pour sortir les résultats le plus vite possible. Est-ce que ce sera avant qu'on parte en vacances, après, retour de vacances, etc. On y verra plus clair, je serai dans les semaines qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc déjà, on va regarder les résultats, parce qu'on est, comme on dit, data-driven. Est-ce que c'est positif? Il y a aussi 2 grands types de malades. Il y a ceux qui n'ont jamais été traités par des traitements dits biologiques, qu'on appelle les patients naïfs. Et puis, il y a aussi ceux qui sont malheureusement réfractaires à 1, 2, 3 traitements, qui ont des besoins médicaux énormes. Et le taux de réponse, en général, dans les études est assez différent. Donc, bien entendu, il y a un endpoint global. Et ensuite, on a un taux de réponse à la fois des médicaments, mais aussi placebo, qui est très différent dans ces 2 groupes-là. Donc, c'est pour ça que ça prend toujours un peu de temps dans les MICI, ces maladies inflammatoires du tube digestif, puisqu'il faut bien analyser, c'est des types de patients assez différents. Et donc, nous, évidemment, la stratégie... il y a plusieurs scénarios, A, B, C, D. Déjà, on n'a pas que les MICI. Si jamais c'était négatif, on a aussi d'autres indications très prometteuses dans la leucémie. Et puis, si c'est positif, il faut voir si c'est positif dans tous les patients. Si c'est plutôt positif, patients naïfs ou réfractaires. On a aussi beaucoup publié et breveté des signatures pour potentiellement identifier les patients répondeurs. Donc, il faut voir si on arrive à sélectionner avec ces biomarqueurs potentiellement une fréquence des patients qui vont être beaucoup plus répondeurs en termes de fréquence. Parce que le marché est à la fois assez encombré, mais avec encore des grands besoins médicaux. Donc il y a beaucoup de potentiel en combinaison, ou alors il y a aussi beaucoup de potentiel en stratification du marché, c'est-à-dire arriver à sélectionner les bons malades et leur donner le bon traitement. C'est pas pareil si vous avez 50% de réponse chez 50% des malades ou si vous avez 25% de réponse chez tout le monde. Donc il faudra aussi regarder les résultats par rapport à l'existant aujourd'hui, et les études cliniques qui sont sorties depuis 2 ou 3 ans pour pouvoir voir quel est vraiment le potentiel du produit dans cette indication-là, afin de pouvoir choisir si on y va seul, avec un partenaire très probablement, parce que c'est quand même des grandes phases 3 d'enregistrement. C'est lourd. Et donc il y a des risques opérationnels importants, il y a des besoins financiers importants. Donc, je crois qu'on reste fidèle à notre ADN et notre business model. Si on a vraiment un très beau résultat, on privilégiera probablement un partenariat. Le partenariat qui permet de créer un maximum de valeur pour toute l'entreprise. Bon, des résultats imminents. Une fois qu'on a parlé de ces 2 actifs, on a à peine gratté la surface de ce que fait OSE Immunotherapeutics. Et je dois vous avouer, on en parlait avant cet entretien, que c'est un petit peu intimidant de se replonger dans le portefeuille, les différents projets. Et je me dis que ça doit être aussi un petit peu compliqué pour l'investisseur individuel. Alors là, est-ce qu'on peut faire un travail de découpage à la serpe? Et voilà, quels sont vos 3 grands programmes prioritaires pour les 12 mois à venir? Comment tout ça va séquencer dans le temps? Pour le dire simplement, qu'est-ce qui nous attend de structurant dans les prochains mois? 127. Oui, ça on est d'accord. On a parlé, la RCH. Donc ça c'est une question de 2 semaines. T2P. T2P, le lancement de cette phase 3. Il y a d'autres études exploratoires en phase 2, mais vraiment le lancement de cette étude de phase 3, nous on est vraiment focus au niveau opérationnel. À la fois maintenant on a les moyens de nos ambitions, grâce à tous ces partenariats qu'on vient d'annoncer. On a aussi eu un soutien de France 2030. Il faut en parler, souvent on râle en France, mais
ça marche. Il y a On quand un même du soutien, des du- financements publics. voilà, de Ouais. l'État français, France 2030, un peu plus de 8 millions d'euros, pour nous aider à soutenir des coûts de développement également, plutôt en France sur cette phase 3. Donc ça, c'est chouette. Ça s'ajoute aux 48 millions de dollars d'Avis, aux 39 millions de Boehringer. Donc ça, c'est les deux court terme et moyen terme, les deux programmes très importants. Ensuite, ça c'est le portefeuille propriétaire. Si on prend maintenant ce qu'on peut appeler le portefeuille partenarisé, puisqu'il y a plusieurs programmes chez Boehringer, il y en a chez Avis, on n'a pas parlé de Veloxis, mais on a aussi un partenaire américain, Veloxis, qui a les droits d'un produit dans la transplantation. On vient d'avoir, il y a 10 jours, 3 communications orales au Congrès américain de transplantation sur ce produit, avec des données de phase 1, des données de phase 1-2. Donc tout ça, ce portefeuille va maturer. On devrait, on l'espère, franchir des étapes dans les mois qui viennent. Est-ce que c'est 2024-2025 Ça, c'est à la main de vos partenaires. Hein, ça, c'est à la main de nos partenaires, mais quand il y a des franchissements d'étapes, normalement dans les contrats, il y a des potentiels milestones. Et puis quand ça franchit des étapes, c'est qu'il y a probablement des résultats qui sont intéressants. Donc je dirais que c'est la troisième partie, quoi, hein, T2P 127, programme propriétaire, et puis la partie partenarisée qui vient au long cours, continue d'alimenter le news flow, les revenus financiers de la société. Et puis l'œuvre noire, on en parle souvent moins, mais c'est important. Qu'est-ce que c'est l'œuvre noire? C'est ce que j'appelle le bilan de culture, ou la partie recherche qui est moins visible dans le portefeuille. Et on voit que parfois on peut sortir du chapeau un deal comme AbbVie sur un programme qui n'était pas forcément anticipé. Donc on en a parlé derrière le premier produit de la plateforme qui est chez AbbVie. Il y a pas mal d'autres cibles, d'autres programmes qui sont en cours. Et puis, on verra quand est-ce qu'on pourra enclencher. On verra quand l'œuvre noire prend la lumière, puisque ça peut être le cas. Voilà, on a dit que c'était dense le portefeuille d'Oz. Et puis, c'est vrai que côté financement, on fait toujours un point financement au Journal des Biotech, c'est dense aussi, on l'a dit, il y a des partenariats, des financements, des paiements d'étapes. Là aussi, ça donne un peu le tournis. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, la trésorerie d'Oz? Quel horizon ça vous confère? Quelle autonomie ça vous donne? Une belle autonomie. Oui, ce qui est quand même un luxe dans le secteur aujourd'hui. Ce qui est je crois, une chance. Alors, on s'est donné les moyens, parce que tout ça, ça vient à force de travail, évidemment. Bien sûr. Mais oui, une belle autonomie, surtout les moyens de nos ambitions, et pas l'inverse, je dis toujours. C'est quand même beaucoup plus confortable. Donc, c'est une visibilité aujourd'hui qui est à début 2027 ou fin 2026, si jamais on doit accélérer sur certains programmes. Donc ça nous donne une belle visibilité à un peu plus de 2 ans, presque 3 ans, avec, alors je n'ai pas un chiffre précis aujourd'hui, on communiquera lors de nos résultats financiers en septembre, mais fin d'année, on était sur un peu plus de 18 millions d'euros, je crois, de trésorerie, et puis on ajoute ces 48 millions de dollars d'AbbVie. Je vais faire la conversion en euros, les 39 millions ou presque, 38,8 de Boehringer, les 8,4 de France 2030, donc voilà. Il y a de la visibilité. On a une très belle visibilité aujourd'hui, et puis on a la capacité de délivrer ce qu'on souhaite mettre en œuvre stratégiquement. Donc il n'y a plus qu'à. Il y a de la sérénité là-dessus en tout cas, et c'est effectivement, ça confère du potentiel, de la visibilité pour Oz. On va finir par le cours de bourse, forcément, on en a parlé, il a bien progressé, et j'ai lu que le bureau d'analyse Invest recommande Oz à l'achat. Ça aussi, c'est un bon signal. Objectif de cours de 12,40 €, ça vous valoriserait autour de 270 millions d'euros. Question tarte à la crème, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est conforme, selon vous, avec le potentiel de création de valeur de la société? On préfère toujours voir des analystes qui sont à l'achat et qui mettent des cibles plus hautes. Après, est-ce que c'est conforme? En tout cas, à titre personnel, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel encore que ça. On parle d'une phase 3 d'enregistrement dans le cancer du poumon. Sur le vaccin contre le cancer le plus avancé au monde, on parle d'une phase 2 dans les Mickey dans quelques semaines, donc dans la rectocolite. Et donc on voit les niveaux de valorisation qui peuvent être parfois stratosphériques si jamais les résultats sont vraiment très 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 positifs. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup plus de potentiel. En tout cas, moi je me donne un intérêt et une ambition beaucoup plus importante. Bon voilà, et on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler avec toutes ces nouvelles qui vont arriver dans les mois prochains. Merci beaucoup Nicolas Poirier pour ce point très complet sur Oz Immunotherapeutics. Au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.